On nous diplômés en 1977, hein, je me suis installé en libéral dans la foulée, quoi, et adhéré au syndicat en 79. Hein. Mon parcours professionnel, j'ai un exercice libéral, déjà à cette époque en pluriprofessionnel, parce que dans le cabinet, on était plusieurs kinés, une orthophoniste, une pédicure, et ensuite sur le plan syndical, ce que j'appelle le parcours classique. Je suis vraiment rentré dans le syndicat par la formation, parce qu'on avait créé avec une personne que vous connaissez bien, c'est Christian Chatry. Hein. On avait créé un cercle d'études en Vendée dans les 79, organisé une journée de rééducation, qui est devenue une journée interrégionale, et ensuite c'est le parcours classique, président du syndicat départemental. J'ai commencé à la Fédé en 1977. Hein. 2 ans après, j'ai été secrétaire général chargé de la formation continue également. Hein. Et ensuite, premier secrétaire général et ensuite président de 2005 à 2013. Puis ensuite, j'ai continué mon parcours au niveau de l'UNAPL, des professions libérales, où j'ai collaboré pendant 6 ans avec Michel Chassan et pendant 3 ans avec Michel Picot. Le problème de l'interpro, je suis persuadé, c'est quelque chose qui est indispensable. Effectivement, je pense que l'exercice dans le monde de la santé de manière verticale, etc., bon, c'est terminé. Il faut absolument que les professionnels de santé libéraux apprennent, je dirais, à travailler ensemble, à travailler en transversalité, ce qui n'exclut pas, bien sûr, les problèmes monocatégoriels. Je crois vraiment que cette notion d'interprofessionnalité, c'est un des enjeux de l'avenir, pour l'organisation du système de santé. Ça va mais également au-delà, puisqu'effectivement, on parle de l'interprofessionnel au niveau médical, mais vous avez également tout le médico-social et le travail de collaboration, entre la médecine libérale et la médecine hospitalière. Des moments particuliers, je pense que ma conception du syndicat, c'est d'avoir un syndicat qui soit un syndicat de proposition, hein, un syndicat de construction. Mais effectivement, comme tout syndicaliste, on a des périodes effectivement de tension, voire pourquoi pas d'opposition. Mais je pense que l'essentiel, et en particulier pour la FFM Care, qui a toujours été le syndicat numéro 1, le syndicat moteur, le syndicat signataire de la profession, c'est de s'orienter vers un syndicalisme de proposition, d'essayer de construire une évolution de la profession dans le cadre conventionnel, de signer des conventions, de signer des avenants avec une vue prospective, en sachant, moi je suis très attaché également à l'évolution d'une profession qui se construit pas par pas, et non pas, je dirais, le grand soir dans lequel tout va changer du jour au lendemain. Je pense que quand on regarde l'évolution de la profession, les relations, elles ont changé avec la loi de 2004, quoi, effectivement, qui a changé avec un directeur de l'assurance maladie qui est nommé par le gouvernement. Les relations ont changé, mais je pense que c'est dans un cadre auquel, moi, personnellement, je suis très attaché, c'est le cadre conventionnel, quoi, effectivement, quoi. Il s'agit de négocier avec l'assurance maladie des conventions qui est au-delà, dans lequel il n'y a pas uniquement, il y a bien sûr un aspect financier, mais il doit y avoir des aspects structurels qui modifient les conditions d'exercice. Alors, je dirais, la loi HPST, je souris, hein, la loi HPST, on s'y est, quand je dis la FFM-CARE, mais tous les syndicats des professionnels libéraux, on s'est fortement opposé à cette loi HPST, avec d'une part qui était une loi hospitalo-centrée, donc on a dénoncé dès 2010 certaines dérives, et dont malheureusement, on voit, je dirais maintenant, pratiquement 12 ans après, les conséquences, notamment au niveau de la représentativité et du rôle des syndicats, quoi, avec les élections aux URPS qui déterminent la représentativité des différents syndicats et leur capacité à signer, mais également à s'opposer, et on le voit actuellement malheureusement dans notre profession, quoi. Donc, je dirais cette loi HPST, effectivement pour nous, c'était une manière, de diminuer, de marginaliser l'action des syndicats et de loin de la renforcer. Donc, il faut vraiment qu'on ait une réflexion
sur les conséquences de cette loi HPST et comment la modifier pour redonner aux syndicats un rôle majeur et incontournable au sein de l'évolution du système de santé. Dans l'ambiance actuelle, il faut avoir un discours positif, hein, même si effectivement ça peut être tendu. Je crois, première chose, je crois que l'évolution du syndicat, d'une manière générale, ce sera l'évolution des corps intermédiaires. On s'aperçoit actuellement que dans le pays, les corps intermédiaires ont été quand même malmenés, je crois qu'au niveau politique, c'est soit effectivement, on souhaite avoir des corps intermédiaires qui soient renforcés, et ensuite, il faut qu'au niveau du monde politique, on nous donne les moyens. Et je pense que la première chose au niveau des syndicats de santé, c'est qu'on supprime dans la loi HPST effectivement ces élections pour les 5 professions qui sont concernées aux URPS, et que la représentativité des syndicats soit basée effectivement sur leur nombre d'adhérents, ce qui permettrait effectivement et avec des élus aux URPS qui seraient nommés par les syndicats avec un pourcentage en fonction de leur représentativité. L'objectif, c'est vraiment de redonner aux syndicats un rôle majeur. Et la deuxième chose, il faut se poser également la question du financement du monde syndical. Parce qu'on se retrouve dans des professions où vous avez les ordres avec une cotisation obligatoire, vous avez dans la loi HPST une cotisation URPS qui est fléchée sur les URPS, et vous avez les syndicats qui, au milieu, eux, ne vivent uniquement à partir de la cotisation de leurs adhérents. Donc je pense que d'une manière générale, si on veut des corps intermédiaires qui soient forts, renforcés, qui deviennent, comme on le dit, quand ça arrange certaines personnes du gouvernement, un rôle d'amortisseur social, il faut qu'il y ait une réflexion qui soit menée sur le financement des syndicats et le rôle incontournable pour être des acteurs de l'évolution du système de santé. Sur la création de l'ordre, je résumerai la création de l'ordre. Effectivement, c'est en 2005 que l'ordre a été créé, et je pense que c'est une volonté de toute la profession. Moi, je suis persuadé que l'ordre, pour une profession, c'est une bonne chose. Mais par contre, je suis très très réservé sur ce que les hommes en ont fait. J'ai toujours été attaché dans tous mes discours, effectivement, à avoir une séparation très nette entre, d'une part, les missions ordinales et les missions syndicales. Je parle bien au niveau national. Et à mes yeux, dans le monde idéal, les deux structures doivent être complémentaires à une condition que chacun respecte bien ses périmètres. Et actuellement, moi, je suis franchement choqué par l'évolution et les prises de position de l'ordre, notamment lors de la crise Covid, où on a imposé aux cabinets de masso-kinésithérapie leur fermeture, et là où la ligne rouge a été dépassée, c'est sur le dernier avenant, où j'ai vu passer des messages où, de manière directe ou indirecte, l'ordre a influencé sur le vote de cette nouvelle avenant. Je crois qu'à un moment, il faut vraiment se poser la question, une profession dite mature, j'en suis persuadé, a besoin d'un ordre, mais à une condition, que ces structures restent strictement dans le rôle de ses missions et travaillent pour l'intérêt général de la promotion de la profession, en laissant le syndicat faire toutes ses missions dans le périmètre qui est le sien. Honnêtement, je pense qu'à la FFM-CARE, mais je pense que c'est à l'image de nombreuses structures syndicales et même politiques, la FFM-CARE est à un tournant. On arrive à une organisation, je dirais, qui était une organisation qui a correspondu à un mode à une certaine époque, et je pense que vous avez su faire l'équipe actuelle, prendre le virage. D'une part, vous avez d'une part un changement de génération, D'une part, vous avez adapté les structures fédérales en votant des nouveaux statuts, chose, je vous dis franchement, que j'avais essayé de faire, et à cette époque, ça ne devait pas être mieux, on n'avait pas fait. Non, mais moi, je crois que vraiment, je vous dis, la FMCARE, maintenant, vous avez des statuts qui sont rénovés. Sur le plan matériel, vous avez des locaux qui vous appartiennent. Maintenant, c'est à vous, maintenant, effectivement, de réorganiser la structure sur le plan humain, etc., pour franchement la réorganiser, pour optimiser son fonctionnement, et surtout vous permettre à vous de vous libérer du temps pour faire de la politique pour l'intérêt de la profession, et c'est votre mission première. Les défis politiques, je crois qu'on est dans un monde, je dirais, en plein changement. On le voit bien actuellement, aussi bien sur sur le plan économique, sur le plan de l'évolution de la société, sur le plan des relations que les gens ont par rapport au travail et tout. Je crois, dans cette période de changement, d'une part, il ne faut pas être frileux. Il ne faut pas avoir peur du changement. Et ce que je souhaite, j'en suis convaincu que la FFM-CARE le fera,
c'est être acteur de ce changement, quoi. Donc et par contre, pour être acteur de ce changement, je crois qu'il faut dans le monde de la santé, je suis persuadé, je suis vraiment un adepte de la politique des petits pas, quoi. C'est-à-dire, ce que je fais, c'est que la FMK réfléchisse sur un, vous avez deux manières d'aborder l'évolution de la profession, soit avec un côté professionnalisant, ou soit avec un côté que j'appellerais universitaire. Ouais. Et là, on arrive à la notion du en même temps. C'est une notion dont on parle beaucoup, hein, et je suis persuadé que depuis 10 ans, la profession a évolué beaucoup sur le côté avec la réforme des études, sur la notion universitaire qu'il fallait faire, mais en oubliant beaucoup trop le côté professionnalisant. Parce qu'effectivement, on se retrouve avec une profession qui effectivement a des jeunes qui sont très bien formés, hein, avec lequel on met des contraintes de formation. Maintenant, je vais en parler de certification. Et de l'autre côté, on se retrouve sur le plan économique avec une lettre clé qui n'a pratiquement pas évolué, quoi. Donc, à un moment, il faut se poser la question, quoi. Effectivement, est-ce que cette évolution, et en particulier au niveau de la formation, est-ce que le contenu de la formation qui a été mis en place il y a 10 ans correspond aux enjeux actuels? Et j'en veux que deux preuves. La première preuve, c'est sur la coordination sur les pratiques avancées. Sur les pratiques avancées, est-ce qu'actuellement, dans la formation initiale, des master-kinésithérapeutes seront formés, par exemple, sur la coordination, sur l'organisation, par exemple, des sorties des sorties des hôpitaux. Je crois qu'un des enjeux, il faut vraiment que la profession se pose actuellement, fasse un bilan qui devrait être un bilan partagé, quoi, et de déterminer une politique, mais franchement en accélérant, quand je dis sur le en même temps, sur le côté professionnalisant. Vous ne pouvez pas continuer à avoir des soins qui sont donnés, qui sont des soins de qualité d'une part, quoi, mais avec une rémunération qui n'a pas bougé. Vraiment, il faut vraiment se poser la question. Ça, c'est le premier enjeu. Et je pense qu'ensuite, vous aurez un deuxième enjeu, et là, on rejoint la notion d'interprofessionnalité, quoi. Effectivement, moi, je crois qu'il faut vraiment que toutes les professions de santé, et les kinés en particulier, apprennent, je vous dirais, ce que j'appelle à travailler ensemble. Ensemble, hein. Parce que je vois actuellement des professions qui par exemple, les kinés veulent prendre aux médecins, etc. Je vous dis, honnêtement, je pense que ce n'est pas la solution. Parce qu'effectivement, vous avez d'un côté nos amis médecins qui sont débordés, qui ne peuvent pas tout faire, mais qui ne veulent pas déléguer. De l'autre côté, je vois les kinés qui veulent prendre, mais je me rends compte que sur le terrain, il y a vraiment le cœur de métier de la profession, dont on trouve pas de kinés qui font de domicile pour diverses raisons. On attend pour avoir des rendez-vous. Je crois qu'à un moment, si on aborde le sujet du travail en interprofessionnalité, quoi, en prenant l'un par rapport à l'autre, ben, tout le monde va se radicaliser, quoi. Je pense qu'à un moment, est-ce qu'on est capable de se dire tous ensemble, de construire, je dirais, un projet interprofessionnel partagé, en sachant que vous avez certaines missions, ce ne serait pas l'un qui prendra l'autre, mais qui pourraient être partagées entre les deux, et accessoirement, ben, vous avez le patient qui choisirait le professionnel qui lui correspondrait le mieux. Par exemple, imaginons par exemple pour une entorse, ben, si le patient, je veux attendre par exemple 15 jours pour avoir absolument le diagnostic du médecin, il va chez le médecin, mais le kiné peut le faire, quoi. Il faut aussi, dans cette notion de partage, je veux dire, se poser la question de c'est la profession qui va prendre des nouvelles missions. Est-ce qu'elle a été formée à ces nouvelles missions, hein? Quand on parle de partage de compétences, est-ce que la profession qui reçoit a ces compétences? Et là, je reviens à la formation initiale. Est-ce que dans cette formation initiale, on a inclus ces partages de compétences, hein? Et ensuite, deux, est-ce que la profession a la capacité, effectivement, en temps, sur le plan matériel, d'exercer ces nouvelles missions? Donc, je crois que le problème, moi, c'est vraiment un message à faire passer. Il ne faut pas que les professions s'opposent d'emblée en verticalité les unes par rapport aux autres. C'est de se dire ensemble, et qu'est-ce qu'on peut co-construire les missions que l'on peut partager, hein, et ensuite former les personnes et surtout les porter sur le terrain. Moi, je dirais d'abord félicitations. Moi, je voudrais honnêtement vous féliciter d'avoir recréé les libéraux de santé, parce qu'effectivement, nous, on avait eu la chance dans les années 2005-2010 d'avoir un centre national des professions de santé qui était très dynamique et qui travaillait, je dis bien, main dans la main avec l'Union nationale des professions de santé. Et honnêtement, je pense qu'absolument, si on veut avancer, on a besoin d'une structure syndicale, hein, je dis bien, qui fédère l'ensemble des prestataires de santé. Et honnêtement, faut que les gens apprennent effectivement là aussi, hein, à se connaître, à se parler, à échanger,
également à se faire confiance pour arriver à construire, je vous dis bien, un modèle interprofessionnel. Donc surtout, moi je suis les libéraux de santé, il faut surtout, je vous dis, continuer dans ce sens, amplifier et essayer de réunir autour de cette structure le maximum de professions. Mais bien sûr qu'il soit animé par un projet commun, hein, parce qu'effectivement, avoir une structure, c'est bien, mais surtout, c'est d'avoir une vision politique d'évolution du monde de la santé qui soit là aussi partagée. Un seul message, je dirais un message positif, surtout de ne pas avoir peur des réformes. Hein. Moi, ce qui m'a un peu marqué, c'est effectivement, dès que vous voulez faire une réforme, vous savez, vous allez prendre du risque, vous allez prendre des risques. Vous allez peut-être faire avancer 70 et 80% de la profession, vous aurez 20% qui aura des problèmes, surtout en période, moi je crois qu'il faut avoir un, des axes politiques, un projet politique fort et surtout ne pas avoir peur, je vous dis bien, des réformes, parce qu'effectivement, si on ne bouge pas, je suis persuadé que le monde, que ce soit le monde de la santé, mais la société, le monde sociétal autour de nous bouge. Donc surtout, moi, je vais dire un message, rentrer dans le, monter dans le train de changement, mais également un deuxième message, de ne pas avoir peur, mais surtout, soyez acteurs. Acteurs, c'est-à-dire ne pas tout attendre, effectivement, du gouvernement, ne pas tout attendre des caisses d'assurance maladie. Je pense que l'évolution de la profession sera ce que la profession elle-même veut en faire. C'est elle d'être acteur, c'est elle de pousser, c'est elle de proposer, et c'est à ce prix-là que la profession avancera. C'est un peu comme en politique, hein. C'est malheureusement, je dirais, c'est le premier parti, hein, les non-syndiqués. Mais effectivement, ça me fait toujours penser aux personnes, je vous dis bien, qui montent dans le train sans prendre de ticket, qui prennent les avantages, qui s'appellent Revalo, qui bien sûr les trouvent insuffisantes. Hein. C'est exactement pareil. Le message est de leur faire passer, c'est que la profession, Solé, c'est le reflet de l'engagement des professionnels, quoi. Je dis surtout, engagez-vous, n'attendez pas, et l'évolution de la profession sera, j'en suis persuadé, plus on aura une profession forte avec un nombre de syndiqués important qui pesera sur l'évolution du système, meilleure sera l'évolution de la profession. Si un message va passer, surtout, soyez acteurs du changement et non pas spectateurs.